Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. On va vous parler d'un sujet qui est la réhabilitation améliorée après chirurgie en pédiatrie pendant une petite heure. Donc moi je suis le docteur Julien Marsollier, je suis médecin anesthésiste à l'hôpital Robert Debré à Paris. Et quand on parle de RAC, c'est un concept qui maintenant a été développé depuis plus de 30 ans et qui en fait a un ensemble, une prise en charge globale du patient qui a pour but d'améliorer la récupération après la chirurgie. Ce concept, il a été développé par une équipe danoise en 1990 pour la chirurgie viscérale lourde. Depuis, il a été décliné sur l'ensemble des types de chirurgie et puis plus récemment dans la chirurgie pédiatrique. Alors la pédiatrie, ça apparaît finalement comme la partie idéale pour faire de la RAC. Pourquoi ? Puisque les enfants, ils ont quand même beaucoup moins de comorbidités. Donc, a priori, on est vraiment sur la bonne population pour faire de la RAC. L'étude Apricot nous montrait que 92% des enfants qui étaient opérés avaient un score ASA 1 ou 2. Et donc, finalement, les questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi faire de la RAC ? Est-ce que la RAC, c'est efficace ? Et puis surtout, comment allons-nous faire de la RAC ? Alors, pour ça, je vais être aidée par 4 spécialistes dans le domaine. Le docteur Virginie Luce, qui est médecin anesthésiste réanimateur à Robert Debré et qui est aussi mi-temps chef de projet qualité au siège de la PHP et qui va nous parler des aspects économiques et organisationnels de la RAC. Le docteur Heitem Jaber, qui nous parlera des spécificités pédiatriques de la RAC, le docteur Olivier Maupin qui nous parlera de l'ALR dans la RAC, et puis le professeur Arnaud Bonnard qui va nous donner l'œil du chirurgien sur la mise en place d'un programme de RAC. La session va se dérouler donc avec 4 petits topos. Vous êtes censés faire 5 à 7 minutes de petits topos, ce qui nous permettra de garder un temps d'échange et de questions au fur et à mesure de la présentation. Voilà. Virginie, merci d'avoir accepté d'être là. Je te laisse la parole. Bonjour, merci Florence et puis merci au comité d'organisation de la ISFAR de m'avoir invité pour ce topo. Donc comme vous le disiez Florence, moi je partage mon temps entre l'anesthésie pédiatrique à Robert Debré et le siège de l'assistance publique Hôpitaux de Paris où j'ai en charge un très joli projet qui s'appelle Value Based Healthcare et qui consiste à évaluer l'impact des pratiques sur le résultat produit pour les patients, et ça explique mon double intérêt pour la RAC. Donc, la RAC est un concept assez récent en pédiatrie, même s'il est plus ancien en chirurgie adulte. Il y a peu d'études pédiatriques, elles ont des petits collectifs, et d'ailleurs, c'est suffisamment confidentiel pour que, dans son article de 2020, Garin prennent la peine de redonner la définition de la RAC. Donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt récent en pédiatrie. Raison pour laquelle, pour les impacts médico-économiques, je me suis appuyée sur une étude qui est une étude PMSI et qui concerne les patients adultes, mais qui présentait l'intérêt d'avoir un nombre suffisamment important de patients pour pouvoir mettre des choses intéressantes en évidence. Donc, il s'agit d'une étude rétrospective sur l'année 2019, au cours de laquelle les patients ont été suivis pendant 2 mois après l'inclusion, donc c'est 2 ans, 2 ans après l'inclusion, jusqu'en février 2020. Il s'agit d'une étude sur des données PMSI, qui sont des données un peu frustres. On n'est pas sur des choses très très précises. Les critères qui ont été suivis sont la réhospitalisation, la mortalité. Les chirurgies, je vous ai mis la liste et puis je vais vous épargner la liste à l'après-vert. Et on va passer à ce qui a pu être mis en évidence par cette étude. Donc, il y a quand même un nombre conséquent de patients. Les auteurs ont pu apparier 62 400 séjours en RAC et non RAC. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que le taux de RAC en France reste assez faible. Il est à 2%. Alors, encore une fois, c'est des données PMSI, donc on ne voit que ce qui est déclaré. Il y en a probablement plus que ça, c'est probablement sous-estimé. Sur le périmètre étudié, ça donnait une proportion de 19%, qui allait de 3,2% sur les ligaments croisés du genou à 30% sur la PTH. On avait 0,8% de décès et les auteurs concluent à 128 décès évités sur le périmètre qui a été étudié. Alors, on passe à quand même la première question que Florence a posée dans son introduction. Déjà, est-ce que ça marche ?
Le premier résultat un peu décevant, c'est que dans cette étude, encore une fois médico-économique, il n'y a pas d'effet significatif sur les réhospitalisations au global. Par contre, il y avait une baisse significative pour la hernie cervicale et la tumeur de prostate, donc on voit qu'on s'oriente vers des chirurgies plutôt lourdes. Ce qui donnait donc une amélioration de 30% si les séjours non RAC étaient réalisés en RAC. Ça faisait une baisse de mortalité de 42%, et les chiffres globaux étaient de 0,3% pour la RAC et de 0,9% hors RAC. Donc c'est des résultats qui commencent à être plutôt intéressants. Du point de vue médico-économique, alors comme de nombreux intervenants dans la santé, Frédéric Bizard se place sous l'angle de l'établissement. Et donc, il essaye de montrer à quel point c'est important pour les établissements. Donc, il mesure une diminution de la durée moyenne de séjour de 1,74 jours, ce qui fait 31% sur les séjours, ce qui générerait une économie de 1 000 € par jour d'hospitalisation. Alors, j'ai utilisé le conditionnel parce que 1 000 € par jour d'hospitalisation, c'est un coût théorique qui est issu de l'échelle nationale des coûts complets et qui suppose qu'on économise vraiment ces jours d'hospitalisation. Alors comment on fait pour les économiser ? Soit on rend les lits, mais si vous rendez 5 lits dans un service, vous savez aussi bien que moi que vous ne générez pas d'économie parce que la plus grande partie des coûts à l'hôpital sont générés par le personnel. Donc vous n'allez pas diminuer votre personnel parce que vous diminuez de 5 lits. Donc il faut fermer des services entiers pour arriver à ce genre d'économie. Ou alors la deuxième solution, c'est d'utiliser ces lits pour faire d'autres séjours, ce qui suppose que vous avez un gisement infini de patients, ce qui serait un peu inquiétant pour la santé des Français. Donc, contrairement à cette étude médico-économique, dans une autre étude, Garin, lui, évalue plutôt le coût généré à 180 € par jour économisé. Donc on a quand même des échelles qui vont presque de 1 à 10 sur les coûts économisés. L'ARAC permet de diminuer les hospitalisations en soins critiques qui sont peu rentables, encore une fois, pour l'établissement. Ça reste à démontrer, c'est pas montré dans l'étude de Bizard, c'est des choses qu'il dit sans qu'il y ait eu vraiment de démonstration. Si on se place du point de vue de la société, ce qui, me semble-t-il, est quand même beaucoup plus intéressant, on aurait une baisse des réhospitalisations qu'il faudrait encore vérifier, une baisse des hospitalisations en soins critiques, ce qui est quand même bien mieux pour les patients, et surtout un énorme bénéfice sur les externalités. Et ça, c'est extrêmement difficile à démontrer. Les externalités, c'est tous les coûts qui sont liés à la non-santé. Donc c'est l'arrêt de travail du patient, enfin les durées d'arrêt de travail, l'incapacité à produire pour la société, les nécessités d'aide, d'assistance pour la vie quotidienne. Et tout ça, c'est extrêmement difficile à chiffrer, mais c'est probablement un bénéfice très important pour la société. Par ailleurs, dans l'étude de Bizard, il s'appuie aussi pour les établissements sur le fait que pour stimuler justement l'utilisation de la RAC, le coût des séjours, le tarif des séjours RAC a été aligné sur celui des séjours non RAC. Donc il n'y aurait pas de perte pour les établissements, enfin il n'y en a pas d'ailleurs, de perte financière sur le tarif facturé à la sécurité sociale sur un séjour RAC par rapport à un séjour non RAC. Les directeurs des affaires financières ne sont pas forcément au courant de ça et peuvent vous dire que vous allez perdre de l'argent si vous faites de la RAC. Alors, encore une fois, pas vous, votre établissement. Donc effectivement, c'est bénéfique pour l'établissement, cette incitation financière. Par contre, pour la société, ça annule un éventuel bénéfice sociétal à faire de la RAC, puisque ça ne génère aucune économie pour la sécurité sociale. Donc je vous invite quand même à faire attention à cette distinction entre le coût établissement, le coût sociétal. On a oublié évidemment le coût pour le patient, mais qui est quand même extrêmement pris en charge dans notre société française. Mais regardez les choses à la fois sous l'angle de votre établissement ou sous l'angle de la société, parfois ça donne un éclairage un peu différent. J'ai conclu cette slide par un verbatim dont malheureusement je n'ai pas l'auteur, mais qui est issu des sites spécialisés sur la RAC. Donc je vous engage par exemple, si vous en faites beaucoup, à vous inscrire sur le site Grasse. Donc faire de la RAC pour diminuer la DMS ou faire des économies conduit à l'échec, et je pense qu'il faut faire de la RAC pour le patient.
Alors cette slide n'est pas du tout faite pour être lue. Elle avait pour objectif de vous montrer les externalités dans une... alors c'est une belle étude qui a été réalisée par l'équipe des Hospices civils de Lyon. Et donc c'est la liste des paramètres qui ont été pris en compte pour pouvoir calculer ce qu'on gagne vraiment à faire de la RAC. Donc il y en a beaucoup, je vous laisse regarder l'étude, évidemment on ne va pas les détailler ici. Alors, sur les innovations organisationnelles liées à la RAC, l'objectif de cette slide est de montrer que c'est en théorie facile. Il n'y a pas de critères d'éligibilité, il n'y a pas d'investissement immobilier parce que vous utilisez exactement les mêmes locaux que pour de la chirurgie habituelle. En revanche, il vous faut le soutien de la direction, parce que vous n'arriverez pas à mettre en place ce type de prise en charge si il n'y a pas un membre de la direction qui est là pour lever tous les petits irritants, les admissions qui n'ouvrent pas à l'heure pour faire du J0, enfin plein de choses comme ça. Vous avez besoin de la direction et vous allez vous user si vous n'avez pas le soutien de la direction pour démarrer un tel projet. Il y a un investissement majeur dans l'humain qui est lui aussi difficile à chiffrer. Donc, à chiffrer. Les infirmières de coordination, les kinés. Encore une fois, un joli verbatim qui est issu du rapport de Bizarre. Donc, une équipe experte et non une équipe d'experts. Donc, c'est insister sur le travail en équipe et sur la communication à l'intérieur de l'équipe. Et ça nécessite quand même un investissement individuel et collectif et un vrai changement d'habitude. Voilà, donc on adapte les moyens aux besoins et pas l'inverse. Cependant, on mesure très peu l'amélioration du résultat. Je vais laisser peut-être la parole à Florence pour la suite. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Virginie. Pardon. C'est très intéressant, hein. C'est vrai que c'est assez étonnant de se dire qu'on n'a que 2% de RAC en France sur cette étude de 2019. Les premières questions, là, juste 2 ou 3 questions qui arrivent. Tu n'as pas de chiffres sur la RAC en pédiatrie? Non, alors il y a peu d'études avec des petits collectifs de moins de 200 patients. Enfin, c'est déjà pas mal de faire une étude avec 200 patients, c'est pas du tout une critique. Mais donc, en tout cas, dans le domaine médico-économique, j'ai pas de chiffres. Alors c'est vrai qu'a priori, on peut s'attendre à ce que ce soit un peu moins spectaculaire en termes de durée de séjour. Les enfants sont souvent hospitalisés un peu moins longtemps. Et donc, même si en termes de coût, on sera peut-être un peu moins intéressant, ça reste pour les enfants particulièrement important de diminuer la durée de séjour. Oui. Puisque finalement, à partir du moment où on sort les enfants de leur milieu habituel, il y a quand même un risque du trouble du comportement ou d'absentéisme scolaire. Et donc, même si en termes de coût, c'est peut-être pas l'idéal, pour l'enfant et pour ses parents, je pense que c'est très important. Pour aller